voudrais d'abord demander l'indulgence de tout le monde parce que c'est possible que ma voix soit interrompue en cours de route pour des raisons que vous comprenez tous. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je voudrais vous remercier pour votre solidarité vis-à-vis de votre collègue, pour avoir laissé beaucoup de vos activités le matin qui c'est intense. Être venu en si grand nombre, c'est aussi une marque de soutien, de solidarité à votre collègue ministre de la Communication. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales installées au Mali, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, vous êtes à la tête d'une forte délégation de ceux qu'on appelle souvent les capitaines d'industrie du Mali, venus tous du secteur privé que je voulais saluer ici, venus nombreux. Monsieur le Président du comité d'organisation du Salon international SIDA et cher frère Amadou Touré, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises du secteur numérique, Mesdames et Messieurs de la presse nationale, distingués invités, venus d'Afrique et partout ailleurs en Afrique, chers participants, Madame le maire, j'ai écouté votre interpellation. Soyez sûr que vous ne serez pas laissé au bord de la route parce que ça veut dire que le train part, vous laissez. Madame le ministre des Transports est là. Quand le train part, vous laissez au bord de la route, vous ne le rencontrez plus. Par contre, comme le train est de partir, vous laissez, on va vous laisser en plein vol avec des parachutes. Parce que là, c'est sûr que vous allez croiser le train avec vos parachutes. Mesdames et Messieurs, l'Afrique bouge. L'Afrique change. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il y a des politiques qui ne comprennent pas encore que le monde change, le monde bouge. Quand le monde change, il bouge, celui qui ne bouge pas, il est dépassé. Vous savez ce que je veux dire. Plus que jamais, l'Afrique prend ses marques. Et il était temps. Serait-on tenté de dire. En effet, trop longtemps réduite, marginalisée, écrasée sous le poids des mécanismes de domination hégémonique imposés par ceux-là même qui ont tout fait pour perpétuer leur domination, quitte pour cela à mettre en échec nos leaders et les programmes de développement qu'ils avaient mis en place, je dirais l'Afrique se lève enfin. À l'unisson avec l'hymne national du Mali, saluons ce nouveau jour. Comme il est heureux aujourd'hui, une jeunesse africaine qui émerge est visible, consciente du devoir des Africains de se prendre en main dans un monde d'équilibre fragile. Je suis particulièrement heureux de me trouver ici parmi vous à cette cérémonie solennelle du SIDA 2023, le Salon international pour le développement accéléré du numérique, en sa première édition. Je dirais également qu'il était temps. Le Salon du numérique, je dirais les salons du numérique se multiplient de plus en plus dans les États africains.
loin d'être un effet de mode, je pense personnellement qu'il s'agit plutôt d'une prise de conscience générale de la nécessité pour nos pays de ne pas rater le virage de ce qu'il est désormais permis d'appeler la 4e révolution industrielle. En effet, sous la poussée de la jeunesse et le dynamisme des entreprises, les startups se sont imposées comme une réalité indéniable. Et comme conséquence des efforts déployés par les spécialistes, les décideurs réalisent l'enjeu impératif d'une digitalisation accélérée des opérations. Depuis que le monde s'était assigné la mission universelle de réaliser la transition numérique en 2015, peu d'avancées avaient été entreprises sur le continent africain. Et c'est pourquoi il est heureux de constater ces dernières années l'engagement de nombreux acteurs qui aboutit à l'évolution de l'écosystème du numérique, à l'instauration d'une synergie entre acteurs africains, ainsi qu'aux progrès remarquables réalisés dans le domaine des TIC. Aussi, l'Afrique doit-elle de jouer courageusement la carte de la solidarité numérique face aux défis de la mondialisation et ceux de la société d'information. Et c'est pourquoi je voudrais saluer chaleureusement tous nos frères africains qui ont bien voulu faire le déplacement à Bamako, ainsi que tous les autres participants venus de loin, soutenir notre projet et en faire un événement de portée internationale. Vous savez, venir en Afrique, au Mali aujourd'hui en grand nombre, c'est un acte de foi, c'est un acte de solidarité. Et ça montre clairement que contrairement à ce que disent certains médias, notre pays n'est pas isolé. Et je suis sûr que tous ceux qui ont passé leur séjour à Bamako se sont sentis en sécurité. Mais en venant, on vous dit qu'en partant là-bas, tout est rouge. Mesdames et messieurs, au Mali, l'action gouvernementale passe par le biais du ministère de la Communication, de l'économie et de la modernisation de l'administration, conjuguée à la mobilisation proactive des promoteurs de l'informatique et du numérique, a impulsé et renforcé l'environnement du digital, aujourd'hui doté de mécanismes de régulation. L'État attend ainsi beaucoup du développement du secteur numérique et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour résorber le déficit infrastructurel constaté, soutenir les investissements et renforcer les capacités en développant notamment les ressources et les compétences. L'occasion me paraît bonne pour fédérer les capacités des acteurs, intégrer les solutions endogènes et co-construites pour assurer une assise solide à la communauté numérique malienne, car il n'est désormais plus question de rester à la traîne de la transformation devenue impérative. Je voulais dire la transformation digitale. Le SIDA s'inscrit dans l'optique de la mise en synergie des acteurs. Cette opération est nécessaire à différents niveaux pour faire émerger une communication d'affaires qui favorise l'éclosion d'initiatives nouvelles de croissance rapide du numérique. L'événement de ce matin, qui est organisé, fixe comme objectif l'atteinte de ce que l'Union africaine s'est fixé à l'horizon 2063 et qui vise à améliorer l'attractivité numérique de nos pays. Monsieur le Président du CNTM, j'ai écouté effectivement votre interpellation
en direction des autorités quant à la nécessité d'une collaboration étroite et responsable entre l'État et le secteur privé. Il ne serait pas inutile dans ce sens, me semble-t-il, qu'à l'issue de ce forum, il soit mis en place un cadre de collaboration privé-public ou public-privé qui nous permettra de façon bidirectionnelle d'échanger et connaître les préoccupations des uns et des autres et prendre les décisions politiques qui s'imposeraient à tout le monde. Je voudrais aussi rappeler à l'intention toujours de Monsieur le Président du CNPM, qui a effectivement parlé des jeunes Maliens qui sont très souvent classés en tête ou parmi les 4 premiers dans le monde, en tout cas les différents concours où ils participent en Asie, en Amérique, en Afrique. Lorsque le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique nous en a fait un compte-rendu récent, et surtout au regard du grand nombre de Maliens qui sont souvent en tête dans ce concours, il était devenu clair pour nous dirigeants politiques qu'on ne peut pas rester insensible à ces efforts de la jeunesse qui se bat par elle-même. C'est ainsi qu'à l'issue du compte-rendu du ministre, la décision avait été immédiatement prise en Conseil des ministres, présidé par le président de la transition, de créer au Mali une école de technologie de l'information et de la communication et d'intelligence artificielle, dont la pose de la première pierre a été faite il y a quelques mois par le président de la transition. Actuellement, il est demandé à la direction de cette école qui est déjà nommée la direction technique de s'inspirer de tous les exemples dans le monde et en Afrique pour ne pas avoir à inventer la roue, afin de donner un coup d'accélérateur à cette initiative du gouvernement qui résulte de la détermination de la jeunesse et qui, me semble-t-il, donnera suite à cette préoccupation du monde des affaires malien. Vous avez comme partenaire, et il ne faut pas les oublier, l'autorité de régulation des télécommunications du Mali, l'agence du Fonds d'accès universel qui, me semble-t-il, doivent accorder une importance particulière à ce domaine dans leur budget au service de l'ensemble des Maliens. Mesdames et messieurs, nous avons un intérêt commun au développement harmonieux et dynamique de l'environnement des technologies de l'information et de la communication. La digitalisation comporte d'énormes avantages et offre de nombreuses opportunités. Elle favorise la modernisation des administrations et des services, l'abandon du document papier, une plus grande fiabilité des informations ainsi que l'archivage numérique. L'économie doit s'en trouver revigorée, plus compétitive avec la facilitation et la simplification des formalités administratives, la célérité et la transparence des opérations, la réduction de la fraude et donc l'augmentation des recettes budgétaires. Et vous savez très bien, quand on parle des gouvernements des recettes budgétaires, quel que soit le pays où vous êtes, au nord comme au sud, votre premier allié, c'est bien sûr le président et le premier ministre. Parce que l'ensemble de ce que réclame la société aux gouvernants, c'est de résoudre leurs problèmes. Et résoudre leurs problèmes, c'est avec les moyens financiers. Au plan logistique, il en découle la sécurité des trafics, un meilleur contrôle des services de guichet unique, le transport multimodal. C'est aussi grâce au numérique que l'information se démocratise véritablement, avec un accès de tous aux diverses applications
au savoir et aux connaissances partagées. E-learning, l'auto-information. Vous savez qu'actuellement, tout le monde le sait, même dans les villages, tout le monde est devenu géopoliticien. À force de regarder son téléphone, ce qui se passe dans un coin du monde est tout de suite vu sur les réseaux. Et beaucoup d'entre vous ont vu des grands-mères et des enfants qui disent des choses qu'on n'aurait pas su si ce n'est pas la technologie de l'information. Souvent, ça fait rire quand on voit nos grands-mères qui regardent le téléphone, ils regardent des films. Mais en réalité, c'est une façon de former de nouveaux types de personnes. Parce que quand on était petit, c'est les grands-mères qui nous éduquent les soirs à la place des dessins animés qu'on montre aux enfants maintenant. Maintenant, c'est les grands-mères elles-mêmes qui regardent les dessins animés à travers les téléphones. Donc, vous conviendrez avec moi que les technologies de l'information et de la communication deviennent aujourd'hui une denrée consommable tous les jours par tous les citoyens, quel que soit leur niveau d'instruction. Mesdames et messieurs, il convient de citer la perspective de l'adaptation de l'enseignement numérique au système éducatif, l'échange et le partage des données essentielles, la coopération, la recherche et l'innovation. Au-delà, on n'oubliera pas les solutions numériques de production pour l'agriculture, l'agro-business avec les exploitations paysannes, l'énergie ou encore la création d'emplois. Et je crois que ce n'est pas par hasard que beaucoup de capitaines d'industrie sont là, parce que j'ai suivi quelquefois à la télé. Je crois que c'est des expériences que j'ai personnellement bien saluées. J'ai suivi des opérateurs économiques qui font des prouesses en utilisant notamment les technologies, l'information et la communication. Quelquefois, quand je l'ai vu, j'ai immédiatement appelé le gouverneur pour me donner les téléphones de cet opérateur pour le féliciter personnellement. Parce que je me dis que dans un pays, lorsque vous voyez quelqu'un qui est porté sur l'innovation, il est important qu'il ait l'encouragement des plus hautes autorités qui sont généralement ignorantes du processus mais attendent les résultats. Quand on vous dit que vous allez doubler la production de céréales pour nourrir votre population étant au sommet de l'État, vous ne cherchez pas à savoir comment ça s'est passé. Mais celui qui le fait, vous avez le devoir de l'encourager parce que le fruit de ces résultats, ce serait au bénéfice de la population. Donc pratiquement du pouvoir par s'en venant ou en s'installant, chacun cherche à expliquer à la population qui travaille pour son bonheur. Je voudrais donc saluer les capitaines d'industrie maliens et les encourager de plus en plus à utiliser les technologies de l'information, de la communication et Internet, tout ce qui s'ensuit pour augmenter la production dans notre pays. Mesdames et messieurs, au-delà, on n'oubliera pas les solutions numériques de production pour d'autres secteurs qui permettent de diminuer le nombre de chômeurs dans notre pays. Je disais récemment que beaucoup d'étudiants chez nous, faute me semble-t-il de rigueur des autorités politiques, se trouvent dans les sciences sociales. Je n'ai rien contre, mais quand dans un pays, 80% des étudiants font anthropologie, histoire-géographie, marketing, un pays en développement, je n'ai rien contre ces spécialités, mais il faut produire d'abord avant de partager et venir faire le marché. Mais ceux qui produisent dans notre pays, on laisse tout le monde aller, et vous savez que l'homme c'est comme le liquide, quand vous le versez, il va là où il y a la pente. Les spécialités qui sont faciles, il est facile d'avoir son diplôme, on va là-bas. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'ils deviendront des chômeurs. Donc l'école devient une fabrique de chômeurs. Et pour que cela cesse, il appartient à l'autorité politique d'indiquer les directions à suivre. Comme on dit, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va.
Si vous laissez les citoyens à eux, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils vont choisir marketing, je ne sais même pas, anthropologie et autres. Mais c'est pas ça qu'ils mangent le soir. Il faut créer les richesses, ensuite les distribuer. Or, chez nous, tout le monde est dans la distribution. Mais qui crée? Il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et l'école, c'est l'illustration. Quand vous n'avez que 20%, 15% des étudiants qui sont dans les sciences de production. Récemment, on a demandé, sur demande de Madame le ministre des Transports, on a demandé un spécialiste en aéronautique qui pouvait avoir un salaire de 5 millions. Mais il n'y en a pas. Mais vous allez trouver un de mes frères qui ferait anthropologie qui est prêt à 200 000 francs à travailler. Vous voyez, donc, mais lui, quand il était jeune, il fallait que l'école, l'autorité politique, son père et sa mère, l'orientent en disant tu n'étudies pas pour devenir chômeur, mais tu étudies pour venir développer la société et pour les Africains nous prendre en charge. Avant, dans les familles, quand le garçon grandit, c'est le père qui organise les mariages, il fait tout, parce que c'est lui qui travaille et nourrit le père. Mais maintenant, vous avez votre enfant qui a 40-45 ans, il se marie, il a 2 femmes, et lui-même il a la charge du père. Parce qu'on ne l'a pas orienté comme il faut dans sa jeunesse. Parce qu'en Afrique, à partir d'un certain âge, c'est les enfants qui prennent le père en charge. Mais actuellement, nous on a perdu des deux côtés. C'est-à-dire ailleurs, quand un enfant a 18 ans, il quitte les parents, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ici, chez nous, c'est l'enfant pour tout le monde et les parents prient. Mais actuellement, avec la situation que nous avons, et le parent est âgé, les enfants ne travaillent pas, les politiques à chaque campagne disent qu'ils vont finir avec la famine. Chez nous, il y a même des candidats qui disent que quand ils seront élus, il n'y aura plus de moustiques. Qu'ils vont faire disparaître tous les moustiques au Mali. Ça, c'est pour se faire élire. Mais comment ils le font, ils ne le disent pas. Mais ceux qui disent qu'ils vont nourrir tout le monde le dit et on les croit. Sauf qu'après chaque gouvernement, on a toujours ce problème de la famine, de l'autosuffisance alimentaire. On se demande, mais ces nombreux candidats et leurs promesses, où est-ce qu'ils les tirent? Vous voyez, ça vous fait rire tout le monde, mais la réalité c'est que ça concerne tout le monde. Le SIDA ambitionne de devenir une grande rencontre de l'ensemble des acteurs africains et non africains du numérique. Il accueille en effet l'expertise nationale, régionale, continentale et internationale afin de promouvoir les compétences, s'approprier les technologies de rupture avec les usages nouveaux du secteur numérique, renforcer l'intégration économique et sous-régionale, internationale dans le domaine du numérique, contribuer à la célérité de la transition numérique du continent vers le développement endogène en Afrique et enfin l'innovation dans les secteurs des services de développement. Les objectifs, comme on le voit, mesdames et messieurs, sont nobles. On pourra apprécier dans quelques instants ce qu'il a résulté là de la mise en œuvre. Le salon donne l'occasion à mon gouvernement et aux investisseurs intéressés et à la société civile partenaire de discuter des moyens pratiques de faire progresser notre engagement commun pour la transformation digitale rapide du Mali avec l'ambition ultime d'ériger l'ensemble africain en un marché unique, continental et numérique. Ce qui va permettre la libre circulation des personnes et des biens, des services et des capitaux et une exploitation judicieuse de la technologie pour la modernisation progressive de l'administration et du cadre des affaires. Ceci augure l'efficacité de la gouvernance et la performance de l'activité économique, catalysant la croissance dans tous les secteurs. Le gouvernement élabore actuellement la politique d'orientation et de développement. Il appartient au secteur privé de s'approprier les outils, d'assurer la mise en œuvre des services et l'exécution des projets.
La participation des milieux d'affaires à ce rendez-vous est un atout de la visibilité du Mali dans l'écosystème africain du numérique. Je voudrais insister, je l'ai déjà dit, on ne va jamais le dire suffisamment, que je ne doute pas que le secteur privé malien, connu pour son dynamisme, singulièrement le Conseil national du patronat du Mali, à l'initiative du Salon avec le groupement des organisations professionnelles du numérique, soit conscient de son rôle moteur dans la construction de la société de l'information dans laquelle nous baignons déjà. Le patronat, me semble-t-il, doit travailler en synergie, en complémentarité avec les institutions gouvernementales qui doivent se tenir disponibles et sortir, comme je le dis, de l'idée d'une administration de commandement, mais d'une administration de gestion. Vous savez, la colonisation nous a laissé cette habitude d'administration de commandement. Je vous donne une illustration. Quand un citoyen écrit au Premier ministre, il pose un problème. Dans l'administration de commandement, moi je voyais des fiches qui m'arrivaient. Ah bon, il faut vous adresser à tel ministre. Mais s'il va là-bas, il va traîner dans les couloirs. J'ai donc dit à mes collaborateurs et au directeur de cabinet, quand un citoyen écrit au Premier ministre, s'il doit aller voir un ministre, c'est à vous d'écrire au ministre pour l'appeler et l'écouter parce qu'on est là, parce que la population est là. Mais si on n'est pas là, la population peut toujours rester. Nous, on est là parce que la population veut. Si elle ne veut pas, nous, on n'est pas là. Mais même si nous ne voulons pas, elle sera là. Donc, on est à son service. C'est donc à nous de l'appeler et l'écouter. Et non lui dire, va chez un autre, il va t'écouter. Et arrivé là-bas, on lui dit qu'il s'est trompé de bureau, ou il va se trouver chez un conseiller qui va lire que le ministre est en voyage, ou bien il est en réunion, et il va faire des va-et-vient sans jamais être écouté. Alors que si le ministre reçoit de son homologue ou du Premier ministre la nécessité ou le besoin d'écouter un autre citoyen, c'est à lui de choisir dans son agenda le jour où il est disponible pour appeler l'intéressé. Et ne pas qu'il fasse des va-et-vient dans le ministère sans trouver d'interlocuteur. Ça, ce sont des petites pratiques très simples en réalité, mais qui confortent le citoyen. Donc je dis souvent qu'il faut une administration de gestion et sortir de l'esprit d'une administration de commandement. Nous sommes tous en train de nous former et je suis conscient que nos entreprises doivent suivre les options des décideurs, anticiper et être mis à niveau sur les usages du big data, du cloud, du computing, des smart réseaux, des objets connectés, de la protection des données personnelles, de la gouvernance de l'Internet et de la cybersécurité. Mesdames et messieurs, le SIDA offre opportunément une plateforme aux chefs d'entreprise, experts et décideurs, leur permettant d'engager, initier et conclure des accords avec des partenariats internationaux disponibles pour soutenir et accompagner l'investissement. Dans le cas du Mali, la formation, je crois que c'est dans tous les cas d'ailleurs, mais peut également stimuler la recherche dans le domaine spécifique du numérique. Ce faisant, de nouvelles perspectives s'ouvrent aux participants qui auront l'occasion d'échanger et de se familiariser avec les technologies de pointe en jeu, comme les fintechs, AIDO, comme on le dit, les mégadonnées, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les drones, la robotique, l'impression 3D, l'énergie verte, la santé numérique, la chaîne de blocs, l'architecture numérique des objets, etc. Mesdames et messieurs, nous ne devons plus être la cinquième roue de la carrosse. À nous d'être des compétiteurs sérieux du cyberespace à travers une participation remarquée, bonifiée par les phénomènes des startups, les retours d'expérience permettant de booster l'imagination, l'ingénierie et l'employabilité dans la filière. Aussi, la promotion des talents, de la créativité et de l'innovation est-elle un impératif
de notre politique numérique. Les organisateurs nous ont indiqué les grands axes de la présente édition du SIDAN, sous le thème, je cite, « Souveraineté numérique et protection des données dans les pays émergents. Quel enjeu, quelle vision et quelle stratégie ?» Fin de citation. Je ne doute pas que le collège des experts présents, avec des éminentes personnalités, saura nourrir la réflexion, animer les débats et apporter des réponses concrètes à ces questionnements d'une grande pertinence et d'actualité au Mali et pour l'Afrique. Pour le Mali et pour l'Afrique, beaucoup d'activités figurent au programme couvrant un large éventail de domaines comme indiqué. Mesdames et messieurs, la souveraineté numérique est dans l'air du temps de notre continent qui n'a pas fini de se libérer des prédateurs d'ici et d'ailleurs. Et, à l'évidence, nous devons ensemble élever les remparts de la sécurité numérique de nos pays menacés. L'heure est la coopération entre nos États avec l'accompagnement des différents partenaires, dont le secteur privé africain en première ligne. Je salue tous les participants venus de partout à travers le monde. Une raison d'espérer quant au succès du coup d'essai, vivement espéré en coup de maître. Je suis sûr, je vous encourage, je suis convaincu que vous pourrez y arriver. Vous savez, avant de terminer, je voudrais juste donner quelques réactions à mon frère Amadou Diko, Amadou Touré, disons, qui a parlé de notre université commune où nous avons étudié. Je crois qu'on a choisi des voies différentes. Je lui disais tout de suite quand le président du CMTM a fait son discours, j'ai dit, mais si vous continuez à tenir des discours comme ça, vous allez vous retrouver en politique sans le savoir. Parce qu'au moment où on étudiait avec, dans l'institut que l'organisateur Amadou a indiqué, je n'ai jamais pensé que je vais me retrouver dans une tribune en train de parler en tant qu'homme politique. En ce moment, on se concentrait effectivement sur les études pour approfondir les connaissances dans le domaine des télécommunications. C'est pour cela qu'en 1982, mon diplôme de fin d'études concernait le désenclavement de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal. Vous savez qu'en ce moment, même pour téléphoner à Ségou, c'était un problème. Lorsque je suis venu le présenter, et j'ai expliqué comment on doit faire technologiquement pour que Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal puissent être accédés librement, bon, on m'a regardé d'en haut au ministère de l'Éducation en disant que c'est un étudiant qui est en train de rêver. Mais parce que nous, on venait des bancs. Pour moi, c'était très facile. On a fait les calculs. Il faut désenclaver par les satellites ou par les faisceaux hertziens. Bon, 13 ans après, ça s'est réalisé. Maintenant, pour téléphoner à Kidal, ce n'est pas un problème. Avant même, pour téléphoner à Ségou, c'était très difficile. 1982-86. Et effectivement, lorsque je me suis retrouvé dans cette université il y a 9 ans après, j'ai planté un arbre. Je crois que le professeur dont Amadou vient de parler, nous avons planté tous les deux les arbres. J'espère que cet arbre est en train de grandir. Et ce professeur doit en être fier. Parce que vous savez, le premier DG de Smart Africa qui est Amadou, nous avons suivi effectivement son parcours. Il a été d'abord directeur général de l'Union du BIT, de l'UIT. Avant, c'était le BDT, le Bureau de développement des télécommunications. Ensuite, l'Union internationale des télécommunications. J'ai personnellement conduit sa campagne au nom du gouvernement en 2010, où il a été élu avec brio. Pratiquement, il n'avait pas d'adversaire pour dire qu'il a mis tous les adversaires au caveau depuis la préparation, au point qu'au moment où on arrivait à la finale, il n'avait plus d'adversaire. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer nos amis venus de Côte d'Ivoire. Votre patron Didier Lassana Koné, vous savez, il y a 10 ans, il y a 13 ans, quand votre pays était dans de grandes difficultés, je me rappelle un jour, j'étais à l'autorité de régulation des télécommunications.
J'ai dit au Premier ministre, au téléphone, est-ce que vous voulez, parce que nous on avait des parents qu'on égorgeait, vous savez, souvent on rentre dans la politique sans le savoir. Il y a des imams qu'on tuait, il y a des gens, chez moi les 80% des bras valides, ils vivent à l'extérieur. Et il y a beaucoup de personnes qu'on a tuées. Je me suis retrouvé en train de soutenir un clan sans le vouloir, ce n'était pas des choix politiques, mais je voulais défendre la vie de mes parents. Et donc on voulait aider les autres à gagner. Et nous nous sommes retrouvés, effectivement. J'ai dit au Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez en matière de télécommunications? Et je lui ai dicté le texte qu'il doit faire. Il me dit qu'il ne va même pas relire. Il a amené directement, disons c'était le ministre des Infrastructures. Il est devenu d'ailleurs après Premier ministre en Côte d'Ivoire, c'était Patrick Hachi. Il a montré au Premier ministre qui me dit que lui, il ne lit même pas. Ils ont signé, ils nous ont scanné. J'étais à l'autorité de régulation des télécommunications, il y a 13 ans. Quelques minutes après, je l'ai scanné à Amadou Touré, qui se trouvait aussi au sommet d'une pyramide bien donnée. Et les efforts conjugués ont fait que, avec l'appui de Lassana Koné, qui était le conseiller spécial du président putatif de la Côte d'Ivoire, effectivement, ils ont eu les moyens de communication à leur disposition pour porter le message politique dont ils avaient besoin et faciliter l'accès au pouvoir. Je dis tout ça pour dire qu'en période de crise, comme nous le vivons aujourd'hui, il faut voir les réalités du pays, les intérêts des citoyens. Aucune politique ne vaut si elle ne correspond pas aux souhaits des citoyens. Quand les Maliens prennent Kidal, vous savez que la CEDEAO s'est réunie, ils n'en ont même pas parlé. Ils n'en ont même pas parlé. C'est-à-dire pour eux, c'est un non-événement. Mais quand vous voyez la liesse populaire au Mali, moi j'ai comparé les deux vidéos, la liesse populaire en 2013, quand le président français était là, et la liesse populaire le 14 novembre. Les images sont les mêmes, mais dans le fond, ce n'était pas les mêmes objectifs. On a compris tout ça après. Je rappelle tout ça pour dire juste à nos frères africains, chaque pays a ses problèmes. Il n'y a pas de médicament qui vaille pour tout le monde. Celui qui a mal à la tête, au ventre, aux pieds, aux genoux, on vient donner le même comprimé à tout le monde. Mais on ne peut pas soigner l'Afrique comme ça. Les transitions dans chaque pays ont une réalité dont il faut tenir compte. Dans notre pays, tout pouvoir qui ne tient pas compte de la question sécuritaire, tout ami qui ne tient pas compte de la nécessité de la sécurité du pays, quels que soient les discours, il peut tromper un certain nombre de personnes. Mais au sommet de l'État, nous lisons très bien. Ce message, je voudrais que nos frères africains l'entendent. Ça m'étonne souvent de voir des présidents qui disent qu'ils ne veulent même pas prendre des photos avec notre président, au motif qu'il est venu au sommet de l'État à la suite d'un coup d'État. Le même monsieur, le même président, on le voit dans un autre pays en train de prendre un selfie tout souriant avec un autre président qui est aussi venu à la suite d'un coup d'État. Mais ce président, il n'est pas autonome. Ça veut dire que c'est comme une marionnette, il y a quelqu'un qui tourne les vis, qui dit va à gauche, va à droite. Bon, fais des photos avec celui-là, avec l'autre ne fait pas de photos. L'Afrique ne veut plus des dirigeants comme ça. On veut quelqu'un qui dit qu'est-ce qui est bien pour mon peuple et non qu'est-ce qui plaît ailleurs. Or, chez nous, les gens, c'est toujours qu'est-ce qui plaît ailleurs. Il faut désormais, et je demande aux amis africains de le comprendre. Je viens de vous donner un exemple. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, je n'étais dans rien, je voyais justement leurs problèmes. Il y avait un intérêt clair, je viens de vous expliquer, pourquoi il fallait aider certains à réussir. Il faut tenir compte de la même chose. Dans chaque pays, il y a des réalités dont il faut tenir compte. Il ne faut pas se réunir, aller prendre des ordres ailleurs et venir faire des photos avec quelqu'un, refuser des photos avec un autre. Mais l'intéressé là, il ne va jamais vous prendre au sérieux.
jamais il ne vous prendra au sérieux. C'est pour cela que les principes édictés par notre président, c'est-à-dire quand vous voulez travailler avec le Mali, il y a des principes que vous respectez. On veut sécuriser notre population. Il ne faut pas nous empêcher de choisir un partenaire stratégique qui nous permet d'empêcher notre population de mourir. La deuxième chose, il faut se dire qu'on est indépendant. Et regardez ce monsieur, il fait une photo avec un militaire qui fait un coup d'État. Il refuse de faire une photo avec un autre au seul motif qu'il a fait un coup d'État. Mais il n'est pas sérieux. Donc, il faut la souveraineté, l'indépendance de décision chez les leaders africains. Et enfin, les intérêts de leur population, je viens de vous expliquer. Nous, on s'est mis à soutenir un courant en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des intérêts concrets d'une population donnée qu'on était en train d'égorger. Il y a des gens qu'on brûlait, qu'on tuait dans la rue. Ça servait pour nous mettre dans une action, un caractère politique. Mais c'est pourquoi je voudrais que les gens n'oublient jamais les réalités concrètes d'une histoire concrète, d'un pays concret avec ses besoins concrets. Celui qui veut faire un coup d'État chez lui, c'est son affaire si son peuple l'accepte. Celui qui ne veut pas, et le peuple sort, il le renvoie, il dit qu'il ne veut pas de lui. Mais chez nous, il y a eu une transition, une première phase. Elle s'est rompue. Pourquoi? Parce que le peuple ne se reconnaissait pas dans ce qui se faisait. Mais dans notre pays, il n'y en a pas eu deux phases de transition, il y a une seule phase. Il faut respecter les peuples. Un coup d'État dans un pays, on fait réunion de crise, de défense derrière les océans. Dans un autre pays, on dit qu'il y a coup d'État, on ne voit pas de réunion de crise. C'est un commentateur qui sort qui dit on suit avec attention. Mais ça, c'est quoi ça? Il faut nous laisser choisir la voie qui nous convient à notre peuple. Le premier besoin d'un pays, d'un homme, c'est vivre. J'expliquais, même un enfant quand il vient au monde, il pleure d'abord pour voir s'il est en sécurité physique dans le monde où il vient. S'il ne pleure pas, il est mort. Mais s'il pleure, ça veut dire qu'il est vivant, on s'occupe de lui. Donc, dans un pays, quand la population meurt, rien d'autre ne vaut. La deuxième chose, il faut nourrir sa population. Il faut l'éduquer, il faut la soigner. Un gouvernement qui ne peut pas sécuriser sa population, ne peut pas la nourrir, ne peut pas l'éduquer, ne peut pas la soigner, mais il ne peut pas être légitime. Même s'il est élu avec 200-300% et applaudi par ailleurs, comme ça se fait en Afrique souvent. Vous savez, on fait les élections chez nous, on envoie le dossier à la Cour constitutionnelle. Avant que la Cour constitutionnelle ne donne les résultats, il y a des pays extérieurs qui envoient des messages de félicitations au président. Mais la Cour constitutionnelle sert à quoi donc? Et puis il téléphone à d'autres, on fait pleuvoir à la télé des félicitations. En fait, c'est pour intimider le peuple. Pour dire que vous voulez ou non, celui-là, là, on l'a reconnu, il est bon. Il faut qu'on nous laisse sécuriser notre population, la nourrir, l'éduquer, la soigner. Vraiment, c'est les seules choses qui vaillent. Chaque pays africain, celui qui veut aller à gauche, il va à gauche. Celui qui va à droite, il va à droite. On sait qu'il y a des pays qui clignotent à droite, ils vont à gauche. D'autres clignotent à gauche, ils vont à droite. Ça, c'est leur affaire. Celui qui veut être un pays de droite, il va à droite. Celui qui veut être un pays de gauche, il va à gauche. Celui qui veut être au centre, il va au centre. Celui qui veut aussi jouer, clignoter à droite, comme je dis, aller à gauche, c'est son affaire. Ou clignoter à gauche, aller à droite, ça c'est son affaire. Mais ne laissez chaque pays. Vraiment, je veux que les Africains comprennent ça. Quand les sommets de la CEDEAO et autres se réunissent, posez la question comment ça va dans tel pays. On ne peut pas comprendre qu'on ait tué des centaines de Maliens dans le bateau dit de Tombouctou. Aucun Africain, aucune organisation de ce qu'on appelle la communauté internationale n'a envoyé même un message de condoléances à notre gouvernement. La CEDEAO qui aime toujours donner des leçons. Personne. C'est les mêmes qui nous disent qu'eux, à Moura, ils ont eu des satellites qui, sur quelle orbite, après avoir interrogé je ne sais pas quel témoin, pour faire un rapport bidon, aller chercher à accabler nos ministres à Genève,
Comme je l'ai dit, heureusement que le ministre de la Justice et des Affaires étrangères ont donné des coups de poing tellement forts que le rapport a disparu à Genève pour aller réapparaître à New York pour chercher à nous accabler. Vraiment, mes frères africains, laissez-nous travailler pour notre pays. Occupez-vous de vos affaires. Laissez-nous nous organiser comme on veut. On ne peut pas comprendre que le point le plus névralgique de la crise malienne, Kidal, que l'armée prenne ça, et la CEDEAO se réunissent et n'en parle même pas. Qui peut comprendre ça? Il faut arrêter cela parce que les Maliens comprennent. Et nous sommes un peuple qui est réfractaire à cette situation. Vraiment, je voulais donner quelques précisions. C'est un peu de la politique, bien sûr. Ce n'est pas les technologies de l'information et de la communication. Mais quand vous vous trompez, quand vous hasardez à prendre un ingénieur en télécommunication, pour le mettre Premier ministre, vous pouvez être sûr qu'il va mélanger les télécommunications, de l'information et de la communication et la politique. C'est sûr, donc, c'est notre espoir et de détente à l'africaine que je déclare ouvert la première édition du Salon international de développement accéléré du numérique à Bamako, SIDA. Je vous remercie de votre aimable attention.